Bonjour Hugo Micheron. Bonjour Marc Bourg. Vous êtes chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du djihadisme. Bienvenue sur Radio Classique. Je vais commencer par cette citation. Il n'y a plus d'arrière, il n'y a plus de front. Nous sommes aujourd'hui face à des conflits hybrides. C'est ce que lançait dimanche soir Emmanuel Macron dans son discours aux armées. Il pointait le rôle des réseaux sociaux, la désinformation, les algorithmes. Pour y voir clair, Hugo Micheron, quelle est l'ampleur du phénomène ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un système de guerre informationnelle, en tout cas d'arsenalisation de l'information. On entendait, c'était très intéressant à l'instant, l'éditorial de Guillaume Tabar sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un très bon exemple. L'année dernière, il y a 2 ans, quand il y avait des très fortes tensions sur place, on avait repéré sur Internet l'émission de réseaux proches de l'Azerbaïdjan et soutenus par la Chine pour non pas être à l'initiative, mais pour amplifier les tensions, amplifier les clivages et en fait donner lieu à une situation qui devenait extrêmement problématique pour la stabilité évidemment de la Nouvelle-Calédonie et de sa relation avec la France. Ça, c'est un exemple parmi d'autres dans l'actualité. Il y en a des plus récents, les élections en Roumanie dernièrement, dans lesquelles les Russes sont intervenus massivement, les élections en Allemagne, dans lesquelles Elon Musk, via Twitter, a soutenu massivement l'AfD. On a autant de situations aujourd'hui qui montrent que l'espace informationnel est un champ de bataille qui est à la fois exploité par les algorithmes et par un certain nombre d'acteurs étatiques et non étatiques. Et ça, c'est le monde dans lequel on est. Et évidemment, les démocraties, par définition, sont exposées à ça. Et il y a nécessité aujourd'hui de prendre conscience de ces enjeux parce que c'est le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas seulement la Russie. On a beaucoup parlé de la Russie, le chef d'état-major notamment. C'est un problème beaucoup plus global. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 types d'acteurs qui se distinguent là-dedans. C'est d'un côté, il y a ceux qui détiennent les algorithmes. Donc, on a toutes les grandes entreprises américaines qu'on dit de la big tech, également des entreprises chinoises comme TikTok. Elles détiennent les algorithmes. Donc, par définition, elles ont un pouvoir considérable parce que simplement transformer une ligne de code impacte la façon dont on consomme l'information à l'échelle de la planète. Et typiquement, là-dessus, Elon Musk, qui n'est donc pas du tout russe, est intervenu massivement en faveur de Donald Trump dans la campagne américaine, puisque ses tweets ont été vus 17 milliards de fois. Donc moi, personnellement, oui, je ne peux pas me représenter ce que c'est que des tweets vus 17 milliards de fois. En tout cas, on parle d'un processus électoral où toutes les campagnes sont extrêmement encadrées. Les temps de parole sont minutés même à la seconde près. Mais par contre, un propriétaire d'un grand réseau social mondialement utilisé peut modifier une ligne de code pour que ses propres messages. Ça, c'est un modèle qui montre bien que les propriétaires de ces algorithmes ont un pouvoir qui est presque au-dessus du pouvoir des États et des pouvoirs démocratiques. Et de l'autre côté, si vous voulez, il y a la logique de ces acteurs étatiques, non étatiques. On a parlé de l'Azerbaïdjan, là aussi, il y en a d'autres. Il y a aussi les groupes terroristes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le djihadisme, ils sont très impliqués là-dedans. Et on va en parler, bien sûr. Et donc, comment ils viennent en fait s'immiscer en utilisant les algorithmes pour se donner un poids qu'ils n'ont pas réellement et toucher qui les plus jeunes, qui le cœur de l'opinion publique. Et ça, c'est ce monde-là. Il y a un nouveau pouvoir, qui est le pouvoir algorithmique, qui se pose à nous et il faut trouver des moyens de l'encadrer. Alors, Hugo Micheron, les auditeurs vous connaissent, on en parlait à l'instant pour vos travaux sur le djihadisme et plus récemment vos recherches sur l'intelligence artificielle, l'usage du numérique. Vous avez décidé de lancer votre propre intelligence artificielle, ça s'appelle Harlequin AI, pour répondre aux potentiels déstabilisateurs de la tech. D'abord, comment est né ce projet d'intelligence artificielle ? C'est tout simplement dans le prolongement de mes travaux sur le djihadisme. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le terrain, j'ai interviewé des centaines de djihadistes en prison, à droite, à gauche, et puis au moment de l'affaire Samuel Paty en 2020, en fait, c'était typiquement un cas où on est parti d'un cas très concret en classe avec quelque chose qui monte ensuite en ligne, et on a vu plein d'acteurs qui ont fait monter la problématique en ligne au point que un djihadiste s'empare du sujet et allait tuer Samuel Paty. Et ce phénomène-là, typiquement pour moi, montrait les limites où j'en étais, c'est-à-dire qu'en fait, sans basculer sur la compréhension de ce que ces mouvements faisaient sur Internet, finalement, j'allais être dépassé. Donc de là, je me suis lancé avec des chercheurs au CNRS dans la construction d'outils. Et puis en fait, quand on cherche, parfois on trouve. Et en fait, on a construit un modèle qui, bien au-delà de la compréhension des dynamiques sur Internet, nous permettait de traiter les données à l'échelle, et c'est des modèles d'IA qu'on a développés donc dans le cadre d'Harlequin AI, qui est une start-up qui a pour but aujourd'hui de pouvoir analyser des très grands jeux de données. Et ça va, si vous voulez, de l'analyse du grand débat, dont on a publié les résultats il y a 2 semaines. C'est trouvable en ligne sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Le grand débat post-gilet jaune. Post-gilet jaune, puisqu'en fait, il n'y avait pas de limite politique, contrairement à ce qu'on disait pour traiter ce sujet. C'était essentiellement des limites techniques. En l'occurrence, il y avait 400 000 Français qui ont répondu à 80 réponses en ligne pour la partie
en ligne. Ça fait plus de 32 millions de réponses. Il n'y avait pas les moyens techniques jusqu'à Harlequin pour traiter ça à très grande échelle. Donc ce qu'on a fait, et on a mis tout ça en ligne, et ça va évidemment sur les enjeux de désinformation qui nous permet de savoir qui dit quoi, sur quoi, quand, comment, sur toutes les données publiques, et donc en fait d'y voir clair dans le milieu de la désinformation. Et évidemment les applications sont énormes pour les démocraties, et qui va de la réputation, si vous voulez, des entreprises et de leurs dirigeants jusqu'à vraiment concrètement la déstabilisation en Roumanie ou ailleurs. Qu'on comprenne bien, vous enlevez des biais finalement, c'est ça. L'intelligence artificielle telle qu'on la connaît, les algorithmes également tels qu'on les connaît, orientent. Ouais. Vous, l'objectif, c'est de faire quasiment une intelligence artificielle neutre, ou en tout cas non biaisée. Voilà. En fait, c'est ça qui est. Merci beaucoup pour votre question. Il va me permettre d'être très clair pour les auditeurs. Quand on parle d'intelligence artificielle, on se représente très facilement ChatGPT. Voilà, cette chatbot à qui on pose des questions et qui répond, qui génère du texte. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative. Nous, ce qu'on fait chez Harlequin, c'est non pas des modèles de génération comme ça, ce sont des modèles de compréhension. Donc, premier élément, ils ne reposent pas sur de la donnée d'entraînement. On sait bien que ChatGPT et les grands modèles, ils ont besoin d'énormément de données, ce qui est d'ailleurs un énorme problème. Ils ont besoin aussi d'énormes puissances de calcul, et donc pour finir, ils ont besoin d'énormément d'investissement. Et c'est pour ça que les Américains sont loin devant dans la course à l'IA, c'est parce qu'ils ont les trois. Nous, en Europe, à l'inverse, si on imite ce modèle-là, on est condamné déjà à être dans leur roue, puisqu'on ne peut pas rivaliser en matière de contrôle des données. Ça, c'est les géants de la tech américaine. Puissance de calcul, idem. Et puis, l'impact financier, c'est souvent les Américains. Donc, nous, ce qu'on fait chez Harlequin, c'est l'inverse. On part à travers champs. Donc, si on s'imagine, si vous voulez, les géants de la tech comme des énormes camions, un peu à la Mad Max, si vous voulez, qui roulent à 200 km/h sur l'autoroute en jouant de la guitare avec des flammes qui sortent par le toit, ils sont loin devant. Il y a quand même un van français qui s'appelle Mistral, qui est très innovant et qui fonce quand même à pleine vitesse avec beaucoup moins de moyens, mais avec beaucoup d'intelligence. Et puis nous, on a une toute petite motocross, mais qui est agile, et surtout, on prend pas la route, on est par la montagne, parce que nos modèles reposent sur l'open source. Là aussi, pour les auditeurs, l'open source, c'est quoi? C'est tout simplement des gens qui, dans le monde entier, développent des modèles et les mettent en ligne. Et on peut utiliser ces modèles pour construire des pipelines d'intelligence artificielle, et nous, c'est ce qu'on fait. Des modèles, par exemple, ça peut typiquement, c'est des modèles, ça va être des briques. Il faut s'imaginer ça comme un mur. Tout le monde pose des briques, et on peut se servir de ces briques, les dupliquer et construire des modèles d'IA. Et donc typiquement, nous, ce qu'on a fait, ça nous permet de partir de la donnée brute, par exemple, des millions de messages publics sur les réseaux sociaux, par exemple, les données, les réponses du grand débat, voilà, des choses qui sont très très dures à analyser à volume, et de les passer au crible de l'intelligence artificielle qui va repérer tous les schémas et qui va nous pouvoir qui va rendre l'information transparente. En gros, ça permet de partir de documents qu'on aimerait analyser sans les comprendre à très rapidement des éléments exploitables par l'homme, et ça sans inférer de biais. Ça, c'est la puissance mathématique qui est derrière l'IA et qui est la grande différence avec les modèles qu'on vient d'évoquer américains. Et c'est une voie pour l'IA européenne, puisque ça demande très peu de puissance de calcul, ça ne nécessite pas de données d'entraînement. Et par ailleurs, ça nécessite peu d'investissement. Si, sortant de la recherche, venant de Sciences Po, on arrive à monter des systèmes comme ça avec très peu de moyens, c'est bien qu'il y a déjà, une révolution de l'IA, et deux, que l'Europe a une voie à défendre. Et nous, c'est ce qui nous motive, c'est-à-dire que s'il y a des ingénieurs du chaos, il doit y avoir des ingénieurs de la démocratie. Et c'est là-dessus que je pense que l'Europe a une carte à jouer, notamment la France avec ses écoles d'ingénieurs. L'intelligence artificielle, mais aussi les algorithmes, c'est une riposte aussi possible de l'Union européenne. Vous appelez à créer des contre-algorithmes, c'est-à-dire des outils. Vous me contredisez évidemment si je me trompe, mais ce sont des outils qui permettraient d'éviter d'être orientés sur TikTok, par exemple, sur les réseaux sociaux. Exactement, parce qu'en fait, à partir du moment où on a une intelligence artificielle qui est capable d'analyser des grands corpus sans inférer de biais, c'est-à-dire en voyant tous les liens de causalité entre les éléments d'information, en fait, ce que ça permet tout simplement de faire, c'est de pouvoir contrôler les biais des autres algorithmes. Et là-dessus, c'est très simple, mais c'est le monde vraiment dans lequel on entre. Et une fois qu'on l'a compris, tout s'éclaire. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes, c'est un nouveau pouvoir. Jusque-là, on avait plusieurs pouvoirs. On avait le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis le pouvoir judiciaire. À cela s'ajoutait le quatrième pouvoir ou le contre-pouvoir, les médias, auxquels s'ajoutaient les syndicats, voilà, la société civile. Et on avait un équilibre démocratique quand tout ça était bien séparé et fonctionnait correctement. Le pouvoir algorithmique, il rebalaye
les attributs de la puissance entre ces différents pouvoirs. On peut pas simplement l'encadrer avec le législatif. On le voit bien, la Commission européenne essaie de passer des lois et Elon Musk ou d'autres disent mais nous on les appliquera jamais, ou bien si c'est ça l'Europe sera larguée, etc. Donc en fait, si on veut venir sur ce terrain-là, il faut créer des contre-algorithmes qui vont montrer que l'usage de ces algorithmes est problématique, typiquement que TikTok promeut disproportionnellement du contenu extrêmement radical auprès des plus jeunes, que Twitter est un instrument qui finalement est très politisé, et de la même façon qu'on a pu encadrer à un moment donné l'usage de la presse au 19e et qu'on a pu faire en sorte que des torchons qui calomniaient n'étaient pas mis sur le même plan que des journaux très sérieux qui s'institutionnalisaient avec vérification des sources, tout ça c'est fait, et ben de la même façon on va pouvoir le faire avec les algorithmes. Mais pour ça, il faut innover, il faut pas simplement réguler. Et pour innover, il faut commencer par là où on est bon, à savoir dans l'innovation des concepts et pas forcément dans l'imitation d'une IA qui se fait aux États-Unis. Ça, c'est le modèle de l'IA européen et il y a tout à faire. Par ailleurs, on n'est pas si en retard que ça. Évidemment, il y a énormément d'avance côté des États-Unis, mais c'est aussi une révolution qui est en train de se faire. Il faut juste sauter dedans et ça touche aussi bien à la recherche que le monde du journalisme, que le monde de l'entreprise et même, à vrai dire, de la politique. C'est là où on en est aujourd'hui. L'Union européenne qui, à partir d'aujourd'hui, lance une application. Ça, c'est l'actualité de ce matin. On en parlait dans le journal de 8h sur Radio Classique. Une application pour restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes, qui permettrait de valider l'âge de l'utilisateur. En dessous de 15 ans, on ne peut plus utiliser de réseau social. La France, qui était en pointe sur le sujet, donc va expérimenter cette application sur téléphone. Ça participe aussi de ce mouvement pour contrecarrer ces algorithmes et des réseaux sociaux comme TikTok ou Twitter. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est un premier élément. On le voit bien qui va dans le bon sens parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, on a aucun contrôle sur ces algorithmes. Par exemple, on vient de parler de TikTok, c'est la plateforme privilégiée des 12-25 ans. Ils y passent en moyenne 4 heures par semaine. En réalité, pour avoir fait un peu de terrain à côté de la Seine-Saint-Denis, ça peut être jusqu'à 8 heures avec même des enfants qui parfois notent autant que possible de temps passé sur TikTok. Donc en fait, l'algorithme, c'est devenu, si vous voulez, le concurrent du prof, le concurrent du système de l'éducation. Et donc vous pouvez rajouter autant d'heures de cours que vous voulez, si vous voulez, d'éducation civique. Si un enfant passe 7 à 8 heures par jour sur TikTok en parallèle et détricote en 7-8 heures le peu qu'il a tricoté en 1 heure de cours, le problème, il est amplifié. Et donc la nécessité de contrôle, on voit bien, donc ça peut être par l'âge, mais l'âge, c'est on va dire une modeste digue, c'est très important d'y aller, et la France, comme vous l'avez dit, est pilote sur ce projet, mais derrière, il faut bien se dire qu'on ne résoudra pas les problèmes qu'on note aujourd'hui de polarisation de la vie politique, de radicalisation, y compris des plus jeunes. Moi, sur les sujets que je couvre beaucoup sur le djihadisme, il y a un rajeunissement considérable de la menace terroriste, avec 90% des personnes arrêtées sur les derniers attentats qui sont des mineurs. Donc il se passe quelque chose dans l'espace informationnel des plus jeunes qui est très problématique, et ça ne se réglera pas simplement comme ça. À un moment donné, il va falloir qu'on soit capable d'encadrer très frontalement ces algorithmes, ou bien la méthode la plus poussée, ça serait quasiment de les fermer. Mais je pense que on doit réfléchir à tous ces sujets parce que c'est l'espace informationnel, derrière c'est la démocratie, tout simplement. Merci beaucoup Hugo Micheron, c'était passionnant ce matin. Chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po Paris. J'en profite pour rappeler le titre de votre dernier livre, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. C'est aux éditions Gallimard, prix du livre géopolitique en 2023. Bonne journée à vous et à bientôt Hugo Micheron. 8h29 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre. Avec nous ce matin, Cécile Cornudet, éditorialiste au journal Les Échos, et l'essayiste Patrice Duhamel. Ce sera juste après la revue de presse de Marc Tédé et le rappel